Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire le premier chapitre du livre de Lydia Bradet, On ne m'a pas volé l'Everest. Everest noir. Everest 1988. Je n'ai aucun plaisir à grimper dans le noir. C'est dur de se mettre en route dans la nuit, surtout quand on est seul, sans personne avec qui partager l'expérience. Il est 2 heures du matin lorsque je lance ma tentative vers le sommet de l'Everest. Aussitôt, j'ai conscience de ce qui me manque. Pas d'échange à mi-voix, pas de bruit produit par un compagnon qui se prépare, aucun son rassurant de pas sur la neige, de matériel qui cliquette, pas de faisceau d'une autre frontale. Prêt? Ok, on y va? Je me sens seule. Les premiers pas au dehors sont difficiles. Je quitte le fragile abri de ma tente et la chaleur de mon sac de couchage. La montagne imposante me domine, je sens sa présence à travers les ombres. Une ascension de plusieurs milliers de mètres m'attend. Le faisceau de ma frontale indique la voie. Quelques mètres devant moi, une trace ténue qui s'éloigne du camp 2 à 6400 mètres d'altitude et se dirige vers le sommet de 8848 mètres. C'est une nuit froide. Le vent tourbillonne autour de moi, plantant des aiguilles glacées dans mon visage. L'instinct me dicte de rester à l'abri, mais le désir d'atteindre le sommet est tout aussi puissant, aussi primaire. Je manque peut-être de compagnie, mais une grande curiosité s'est emparée de moi. Un sentiment d'impatience, d'excitation qui me pousse vers le haut. La promesse de découvrir quelque chose de nouveau, de plus grand que moi, l'aventure. Mon plan est d'être avant midi au camp 4, au col sud, à 7950 mètres. Ainsi, je pourrais me reposer et me réhydrater pendant 12 heures avant de commencer à minuit la dernière étape de l'ascension. Je ne dois pas traîner pour respecter mon timing. Camp 3, 7300 mètres à l'aube, camp 4 à midi, et ensuite l'Everest. Il y a moins d'une semaine, le 9 octobre, j'ai fêté mes 27 ans au camp de base, à 5350 mètres d'altitude, avec Peter Bozik, Joseph Just, Dusan Besic et Jaroslav Jasko, mes amis slovaques de notre expédition tchéco-néo-zélandaise. Ce n'était pas la grosse fête, mais c'était joyeux. On a discuté projets, tactiques, puis on s'est détendu. On a rigolé, dansé, sans souci de l'oxygène rare. On était tous forts, en forme et pleins de vie. La musique était celle de Geoff Tabin, membre d'une expédition américaine, avec qui nous partageons le camp de base où sont aussi installées une expé catalane, 2 françaises et une coréenne. La fête m'a permis de réaliser à quel point je suis devenue proche de mes compagnons slovaques. Ils sont devenus mes mentors, mes frères. J'aurais bien aimé gravir l'Everest avec les Slovaques, mais c'est une solide équipe de 4 hommes qui a pour objectif une voie dangereuse et technique dans la face sud-ouest. Ils croient en mes capacités. Quand Jaro m'a dit que j'avais de bonnes chances d'atteindre le sommet sans oxygène parce que j'ai la tronche, pour ça, j'ai été secouée. D'un seul coup, j'ai compris que je devais me laisser envahir par le désir de gravir ce sommet. Il ne suffisait pas de caresser le fantasme d'y arriver sans oxygène. Je devais me débarrasser de tous mes doutes pour que ça devienne une réalité. Les encouragements chaleureux de mes amis slovaques m'ont fait prendre conscience, par contraste, des conflits qui polluent l'atmosphère de notre expédition. L'alliance avec mes coéquipiers néo-zélandais, Rob Hall, Gary Ball et Bill Atkinson, s'est délitée. Je n'en peux plus des remarques sournoises de Rob et Gary, de leurs piques et de leurs critiques sur le temps que je passe avec les Slovaques. Gary m'a convoqué dans sa tente le jour de mon anniversaire pour une explication. J'aimerais essayer de faire des efforts, accepter les tentatives de Rob et Gary pour me contrôler, mais ce système de pouvoir hiérarchique me contrarie et je me sens prise au piège, jouet d'attentes et d'interdits liés pour certains au fait que je suis la seule femme du groupe. L'atmosphère de notre expédition néo-zélandaise m'irrite et me déprime. Des circonstances indépendantes de notre volonté nous ont conduits à nous séparer. Il y a presque une semaine, je me trouvais avec mes compagnons néo-zélandais au camp 2 lorsque le temps a commencé à se dégrader. Ils ont voulu rester au camp et faire une tentative dans le pilier sud, à gauche de l'arête sud-est, pour laquelle ils n'ont pas de permis. J'ai décidé pour ma part de descendre au camp de base avec les Slovaques pour ne pas m'étioler en restant bloqué en altitude par la tempête, d'autant que les vivres et la place dans la tente sont limités. La tempête a duré 5 jours.
et j'ai profité de ce délai pour organiser ma propre tentative solitaire. Mon premier objectif était de reprendre des forces et de me réparer mentalement. Je sais que j'ai le niveau technique pour gravir l'Everest. J'ai passé beaucoup de temps dans les Alpes du Sud néo-zélandaises, sur des montagnes présentant des passages comparables en neige, glace et rochers, mais à une plus petite échelle. Je sais aussi que je suis capable de grimper en altitude sans oxygène. L'année dernière, j'ai brassé dans la neige profonde jusqu'au sommet du Gasherbrum 2 à 8035 mètres d'altitude. Je me connais moi-même. J'ai passé des années à visualiser l'objectif de l'Everest et je suis déterminée à atteindre le sommet. Mais il reste toujours des inconnus, la météo et ma réaction en très haute altitude sans oxygène. Le 12 octobre, mes compatriotes néo-zélandais ont dû abandonner leur tentative au moment même où je commençais ma propre ascension. En m'élevant vers le camp 3, avant l'aube, je me sens de plus en plus consciente d'être sur l'Everest. Je ne suis pas intimidée ou écrasée par la montagne. Au contraire, je sens une présence qui me pousse vers le haut. Cette pente raide sous mes pieds m'est familière. Je remonte les cordes fixes posées par notre équipe et les Sherpas. Je suis déjà passée ici et pourtant, un sentiment croissant de mystère me stimule. La montagne au-dessus de moi est une telle inconnue. Je brûle de curiosité, du désir de savoir comment l'ascension va se dérouler. Mais à 2 heures du matin, il fait glacial. Le vent souffle fort, des particules de glace fouettent mon visage. Vers 5 heures du matin, j'arrive au camp 3. Je trouve ma tente à moitié ensevelie. Avant de pouvoir me reposer, je dois la dégager de la neige fraîche. Une fois à l'intérieur, j'enclenche le processus lent et méditatif, consistant à faire fondre la neige pour obtenir de l'eau. Pour moi, ce rituel a toujours revêtu une dimension esthétique. En comparaison, manger est anodin. Je peux me contenter d'une barre de céréales, mais je suis très consciente de la quantité de liquide que j'ingurgite, de la fréquence à laquelle j'ai besoin de faire pipi, de la couleur de mon urine. Je sais que je dois maintenant avaler entre 1,5 et 2 litres d'eau pour être bien. Je me glisse dans mon sac de couchage, j'allume le réchaud et j'ajoute des blocs de neige dure dans la gamelle entre 2 assoupissements. J'aime la simplicité du rituel. Tout est en ordre dans la tente, chaque chose à sa place. J'ai 3 heures pour me reposer avant de continuer vers le camp 4. Je passe tout ce temps à faire fondre de la neige, à boire, à m'assoupir et à compter les heures jusqu'à mon départ. Vers 8h15, j'émerge de ma tente. L'impatience qui s'est emparée de moi cette nuit monte d'un cran. Je vais entrer en terrain inconnu, découvrir de nouveaux passages. J'ai hâte d'y être. Je me suis bien débrouillée pour arriver seule jusque-là. Mes préparatifs commencent à porter leurs fruits. C'est ce que je me dis. Mes pensées tournent dans ma tête comme des mantras. Je suis en forme, je suis forte, je suis acclimatée, je suis contente de mon équipement. J'ai bu assez d'eau, j'ai respecté mon timing. Mon objectif est maintenant d'être au col sud avant midi. De nouveau, je me sens attirée vers le haut. Je remonte des cordes fixes, la voie est simple. Je suis satisfaite de ma progression, confiante dans ma technique et mes aptitudes pour attaquer les presque 700 mètres de dénivelé qui me séparent du col sud. La voie remonte la face du Lhotse et l'éperon des Genevois avant de redescendre légèrement vers la grande échancrure du col sud. Je dois garder le rythme pour atteindre le camp à midi. Une chose m'inquiète, une fois arrivé au col, je vais devoir trouver ma tente. C'est une de celles de l'expédition américaine. Nous avons convenu d'échanger notre grande tente contre la leur, plus petite, et je ne l'ai encore jamais vue. Je n'ai qu'une idée approximative de l'endroit où elle se trouve sur le col. Je vais y arriver fatiguée par 10 heures d'ascension. Je ne peux pas me permettre de gaspiller un temps si précieux pour le repos et la réhydratation. Je dois donc trouver ma tente rapidement une fois arrivée au camp. Trouver ma tente, me glisser dans mon sac de couchage, me reposer, faire fondre de la neige et boire. La vie se réduit à un petit nombre de gestes de base, tous essentiels à la réussite de ma tentative. Le Lhotse, avec ses 8516 mètres, impose sa présence sur la voie qui mène au col sud.
C'est cette montagne, plus que l'Everest, qui me domine tandis que je m'élève lentement dans la face. Sur les premières pentes, les plus douces, là où il n'y a aucun risque de chute grave, je suis reliée à la corde fixe par un mousse-coton qui coulisse à chaque pas. Si je trébuche ou si je tombe à genoux, la corde fixe me retiendra. Lorsque la pente se redresse, j'utilise un jumard, une poignée autobloquante qui glisse librement sur la corde vers le haut et s'y bloque quand on lui confie son poids. Je reste toujours parée en cas de chute. Le col sud est glacial, battu par un vent violent. Des grimpeurs français et catalans sont présents au camp lorsque j'y arrive, mais mon premier souci est de trouver ma tente. Après avoir un peu cherché, je finis par repérer une petite tente partiellement effondrée qui porte le logo de l'Expé américaine et je décide que ce doit être la mienne. Naturellement, je pense la trouver vide, mais lorsque j'ouvre la fermeture éclair, j'y découvre Denis Ducrot, un alpiniste et caméraman, membre d'une grosse expédition française. Comme moi, il prévoit de partir pour le sommet cette nuit. Il est sous oxygène. Sans parler beaucoup, nous décidons de commencer à nous préparer à minuit pour démarrer à 2 heures du matin. Puis je reprends ma routine. Faire fondre de la neige, me réhydrater, m'assoupir, me reposer et me préparer mentalement pour l'ascension. Sans l'oxygène supplémentaire, j'estime qu'il me faudra entre 10 et 13 heures pour atteindre le sommet, mais j'espère que ce sera moins. Quand je regarde au-dessus du col sud, je devine une grande pente parsemée de rochers qui mène à une sorte de replat dont j'apprendrai plus tard qu'on l'appelle le balcon. Je ne sais pas encore qu'il a un nom. Je n'ai pas lu beaucoup de livres sur l'Everest, je ne me suis pas beaucoup documentée sur l'ascension et je suis un peu surprise de découvrir qu'en l'absence de corde fixe, il n'y a pas de voie bien définie au-dessus du col sud. Levant les yeux vers la pente raccourcie par la perspective, j'ai l'impression de pouvoir passer presque n'importe où, à condition de ne pas trop m'écarter de son centre car la pente plonge brusquement de part et d'autre. À 2 heures du matin, j'emboîte le pas de mon compagnon de tente français qui se met en route avec ses 2 Sherpas dans l'obscurité. Je suis préoccupée par mes crampons. Je dois être certaine qu'elles sont bien fixées sur mes chaussures et qu'ils ne se détacheront pas dans la pente raide. Je les vérifie plusieurs fois avec beaucoup d'attention tout en suivant Ducrot vers le replat où les Catalans et leurs Sherpas ont installé leur camp. Il n'y a pas de lune. Le col sud est un grand espace sinistre et sombre. Une petite bosse me masque le camp des Catalans et le pied de la voie. En m'éloignant de ma tente, j'observe avec attention les environs immédiats pour avoir des repères au cas où je devrais retrouver mon chemin dans l'obscurité. Je prends mes marques. Je mémorise le parcours afin d'être capable de refaire chacun de mes pas dans l'autre sens jusqu'à ma tente. Voilà une petite crête, voilà une longue bande de la moraine. Je la traverse à 90 degrés. Si je retrouve ces rochers au retour, il suffira de traverser au milieu, de passer cette petite bosse et ma tente sera là, dans le creux. Mais une autre voix me glisse des questions anxieuses. Me souviendrai-je d'où est ma tente? Es-tu sûre? Et si c'est dans le brouillard? Et si je suis épuisée? Alors je me calme en reprenant. Traverser la ligne des rochers à angle droit. Il ne faut pas longtemps pour atteindre le camp des Catalans. Contrairement à moi, ils sont tous sous oxygène et ils ont l'air détendus. Les Sherpas sont debout, les mains dans les poches, tandis que les grimpeurs se mettent en route. Je pars à leur suite, les regardant s'éloigner dans la pente, car ils progressent plus vite que moi. Au bout d'1 heure environ, je les vois s'arrêter. Je les entends parler fort. Le vent ne couvre pas le son de leur voix. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Ils semblent arrêtés autour d'un rocher. Mais ils reprennent bientôt leur progression. Peu de temps après, je vois Denis Ducrot redescendre à toute vitesse avec ses 2 Sherpas. Au passage, il me lance « Expédition terminée ». Ce n'est qu'en arrivant au rocher que je comprends pourquoi ils ont fait demi-tour. C'est un corps. Un jeune Sherpa, allongé, la tête dans la pente. Je le regarde, il a perdu ses chaussures, pensais-je. Je ne sais pas quoi faire. Je vois qu'il est mort. Le trouver seul ici est déroutant. Les Catalans ont continué. Je dois décider à mon tour si je poursuis ou non.
Une partie de moi veut prendre soin du Sherpa, mais en même temps, je ne peux rien faire pour lui. Je me dis que les Français l'ont reconnu et qu'ils vont s'occuper de lui. J'ai tout de même un nœud à l'estomac. Puis je décide que j'y penserai plus tard et je continue. La pente se redresse, la neige gelée et dure au début devient plus croûtée à mesure que je m'élève et je distingue les traces des Catalans. Mais je n'ai pas besoin de ça pour savoir où me diriger. J'ai commencé à compter mes pas pour me motiver, pour continuer d'avancer. Parfois, je plante mon piolet tous les 3 pas. Un pas, piolet. Mais la plupart du temps, j'en compte 4 ou 8 avant de me reposer brièvement et de recommencer. La simple tâche de compter les pas devient une expérience esthétique. Il m'est beaucoup plus facile de me reposer quand mon poids est sur la jambe aval, alors je compte un nombre de pas pair. Quand l'aube commence à poindre, je suis haut sur la pente qui mène au balcon. Je décide qu'il est temps de boire un peu, mais lorsque je sors ma gourde, le contenu est gelé. C'est la première fois que je rencontre ce problème et je me souviens avoir pensé « C'est pour ça que j'ai vu des grimpeurs emporter un thermos ». C'est le signe qu'il me reste beaucoup à apprendre sur l'alpinisme de haute altitude. Ce n'est pas un problème majeur, mais le manque d'eau me fait me sentir vulnérable. Ma marge de sécurité s'est réduite. J'étais déjà préoccupée par le risque d'œdème cérébral, résultat du mal des montagnes, et par le fait d'être seule. Je ne sais pas comment mon corps va réagir au manque de liquide. Mais mon côté pragmatique décide qu'il est inutile de porter une gourde de glace sur la montagne, et je la laisse sur un rocher. Signal amical qui m'attendra au retour. Je suppose qu'au fond de moi, je suis aussi préoccupée par la température glaciale. Je suis au chaud dans ma combinaison de duvet, mais je dois veiller à ne pas me refroidir en restant immobile trop longtemps entre mes séries de pas. Je répète mes flight checks. Bonnet sur la tête, lunettes sur les yeux, moufle sur les mains, crampons sur les chaussures. Un pas, un pas. Un pas, un pas, un pas, pause. Bonnet sur la tête, lunettes sur les yeux, moufle sur les mains, crampons sur les chaussures. Peu après, en voulant prendre une photo, je découvre que mon appareil a gelé. Au Gâchis Broom 2, je l'ai porté comme d'habitude accroché à mon cou pour l'empêcher de geler et l'ai fixé sur son pied au sommet au moment de m'en servir. Mais pour cela, il faut retirer les gants et je ne veux pas avoir à le faire au sommet. Grimpant seul, je suis très préoccupée par le risque de gelure. J'ai donc pris la précaution de fixer l'appareil sur son pied avant de quitter le camp. Ne pouvant plus le porter autour du cou, je l'ai laissé dans mon sac. Je suis déçue de découvrir que toutes ces précautions minutieuses n'ont servi à rien. Le balcon est un replat neigeux légèrement incliné dont la pente se redresse jusqu'à l'arête qui mène au sommet sud. Quand j'y prends pied, je me concentre à nouveau sur ce qui m'entoure, cherchant des points de repère pour me guider au retour en cas de mauvaise visibilité. Si je fais une erreur, je risque de me perdre dans les pentes plongeant d'un côté vers le Tibet, de l'autre vers la combe ouest. Il est donc important que j'enregistre tous les détails. Mais je ne vois rien de marquant. Juste une pente parsemée de rochers indistincts sans aucune trace car la neige est gelée. Pour l'instant, la situation est sûre car je vois des grimpeurs devant moi, mais je suis inquiète. Il y a souvent des nuages l'après-midi à ces altitudes. De nouveau, je me sens très seule et vulnérable. Pourtant, quelque chose en moi, une deuxième voix me rassure. Tu as déjà vécu des situations semblables. Pense à toutes tes années de formation dans les Alpes du Sud. Tu es forte. Tu es une alpiniste néo-zélandaise. L'Everest est comme une grande montagne néo-zélandaise. Ces mots trottant dans ma tête, je m'élève sur l'arête en direction du sommet sud. Le terrain est maintenant très raide et beaucoup plus exposé. Le rocher, couvert d'une fine couche de neige, présente des strates horizontales. J'ai l'impression de grimper sur une râpe à fromage glacée. Sur cette surface inégale, il est impossible de faire des pas réguliers et de prendre un rythme. C'est épuisant. J'arrive alors au pied d'un ressaut rocheux, d'où pend une cordelette pas plus épaisse qu'une suspente de parachute. Elle a l'air bizarre pendouillant dans le vent. Elle est trop mince pour que je lui confie mon poids, mais elle me rassure. Un humain l'a déposée là, signe que je ne suis pas seule.
Je saisis la ficelle et commence à grimper lentement sur le rocher. Il fait beau, je me sens plutôt forte, sous contrôle. Mais le temps perdu pendant mes pauses me préoccupe. L'ascension prend trop de temps. Je dois surveiller ma fatigue, savoir jusqu'où forcer. La fatigue est mon vrai problème, plus que le temps. Pendant une pause, je jette un œil vers le Makalu qui me paraît magnifique. Je me dis que j'aimerais revenir le gravir. Le pilier ouest est encore vierge et je sens l'excitation me gagner. Je pense toujours à l'avenir, à ma prochaine expédition. Retour au présent, à ma checklist. Bonnet sur la tête, lunettes sur les yeux. Le soleil est levé à présent. Je n'ai pas particulièrement soif, mais je suis toujours préoccupée par la longueur de mes pauses. J'ai du mal à trouver mon souffle. Les 3 Catalans avec leur oxygène ont disparu de ma vue. Je les retrouve avec leurs 2 Sherpas en arrivant au sommet sud. Ils sont en train de descendre et ma première pensée est « Je dois être beaucoup trop lente ». Ils ont eu le temps de faire l'aller-retour au sommet et j'arrive juste ici. Il y a du vent sur le sommet sud. Je vois que les Catalans sont encordés, ce qui me rend perplexe car leur terrain n'est pas difficile. Mais je me rends compte qu'ils sont encordés très courts et qu'ils descendent l'un des leurs au bout d'une corde. Comme ils continuent à se parler, je ne réalise pas tout de suite à quel point c'est grave et pourtant, je sens la tension dans l'air. Ils m'apprennent que leur compagnon fait un œdème cérébral et qu'il est 14h30, tout à l'heure. J'ai perdu ma montre en plastique en la sortant de ma poche avec mes moufles. Ils m'exhortent à faire demi-tour. Il leur a fallu 2 heures pour atteindre le sommet et en revenir. L'un d'eux me demande « Mais qu'est-ce que tu vas faire ?» C'est un moment difficile. Je n'ai pas de permis pour gravir l'Everest par la voie où je me trouve et je sais que je serai en difficulté avec les autorités népalaises si j'atteins le sommet. Je ne suis pas en train de me dire « Au diable les autorités, je m'en fous et j'irai quoi qu'il arrive ». En fait, je veux rester discrète. La dernière chose que je veux, c'est que les Catalans fassent part de mes intentions à la radio. Mais je veux vraiment, vraiment ce sommet. Et en même temps, j'ai une conscience aiguë qu'en continuant, je serai vraiment complètement seule. Les Catalans ne seront plus là. La décision est très difficile à prendre. Au bout d'un moment, je dis « Je continue ». L'un d'eux répond « Tu vas mourir ». Du sommet sud, l'arête descend jusqu'au petit col avant de commencer à monter par une série de dodanes vers le ressaut Hilary. Pour gagner le col, je dois traverser une rimée, une fracture dans la glace semblable à une crevasse. Il y a un pont de neige étroit avec des traces de pas bien marquées, mais le pont est si mince que je vois la lumière à travers les traces. Je suis seule, sans corde. Si le pont s'effondre, je tomberai dans la crevasse. Je me mets à 4 pattes et je rampe avec précaution sur le pont, essayant de répartir mon poids au mieux. En arrivant de l'autre côté, je m'assieds et jette un regard vers les Catalans. Le dernier membre de la cordée qui m'a regardé ramper fait un geste amical de la main avant de disparaître derrière le sommet sud. À partir de ce moment-là, j'ai l'impression d'entrer dans un long tunnel. Je vais devoir tirer parti de tout pour continuer, changer ma façon de penser. D'un côté, je sais qu'il me reste assez de force pour aller au sommet, de l'autre, je me sens encore capable de redescendre jusqu'au camp. Mais je ne sais pas si j'aurai la force d'affronter à la fois le sommet et la descente. C'est une portion de territoire inconnu, une faille. Alors je décide d'arrêter de penser en termes de survie et de me concentrer sur l'ascension. Plutôt que d'accepter qu'il y ait peu de chances de survivre si je gravis l'Everest, je dois me persuader qu'il y a toutes les chances d'arriver au sommet si je survis. Chaque geste me demande des trésors de volonté. À chaque pas, j'ai conscience de m'enfoncer un peu plus loin dans la prise de risque. Je dois avoir confiance en moi. Ce moment est l'aboutissement de toutes mes expériences de vie, de toutes mes aventures en montagne. Toutes mes connaissances, toutes mes compétences acquises ont été des instantanés qui se rassemblent ici et maintenant pour créer ce moment immense. Je n'ai pas particulièrement peur de mourir. En décidant de poursuivre, j'ai accepté que cette décision puisse avoir des conséquences graves. Si le pire doit arriver, ce sera probablement une mort douce. Je m'assiérai dans la neige pour ne plus me relever. Cela dit, je veux vraiment vivre et j'ai peur. Savoir que j'ai déjà survécu à des situations effrayantes et dangereuses par le passé me permet de continuer un peu plus facilement. Je dois continuer un pas après l'autre.
Depuis que j'ai quitté la sécurité du sommet sud, la neige est profonde, la trace y forme comme une échelle. Si cette trace n'était pas faite, je n'aurais pas la force physique de continuer. J'arrive au pied du ressaut Hilary, un passage de rochers de neige de 20 mètres. Je vois une corde pendre dans le vent. Je ne sais pas à quoi elle est fixée là-haut, mais je l'attrape pour me stabiliser tandis que je progresse au pied sur le rocher, un pied sur le rocher et l'autre sur la neige. Je me rétablis sur une vire défendue par une corniche au-dessus de la face sud-ouest. L'exposition est extrême. Une chute ici serait très très longue. La mort ne serait peut-être pas si douce. Après le ressaut Hilary, le sommet m'apparaît tout proche. Il est juste au-dessus de moi, mais j'ai toujours l'impression de me battre pour chaque pas dans un tunnel plein de menaces. Je grimpe sur une arête peu inclinée, sans difficulté, mais je suis préoccupée par mon état de fatigue et par le vent qui a forci. Respirer est difficile. Le sommet semble à une éternité. La cime en forme de cône, mais les pentes chutent brutalement au nord-est vers le Tibet, tandis qu'elles s'inclinent doucement côté Népal vers la face sud-ouest de la combe ouest. Des montagnes enneigées s'étendent à perte de vue à l'est et à l'ouest, l'épine dorsale de l'Himalaya. En arrivant au sommet, j'hésite quelques secondes avant de trouver un endroit plat pour m'asseoir. Je suis complètement fracassée. Mon seul désir est de me reposer. Nombre de sommets himalayens de premier plan sont à mes pieds, mais la beauté du panorama est secondaire. Je dois retrouver mon souffle et rassembler mes pensées pour la descente. Le vent est si fort que j'ai du mal à garder mon équilibre. Il fait si froid que je ne prends pas la peine de sortir mon appareil photo. Je ne veux pas courir le risque de voir une moufle s'envoler en essayant de faire des photos et de toute façon, je pense que l'appareil est toujours gelé. Je ne m'accorde que 10 minutes avant d'attaquer la descente. Pas le temps de penser à ce que signifie d'être arrivé au sommet. J'enregistre l'expérience, prévoyant de la revisiter plus tard, et je me retourne pour faire le premier pas sur le grand escalier glacier. Immédiatement, je déroule ma checklist, tout en faisant super attention à ne pas me prendre les pieds dans les crampons. En haut du ressaut Hilary, je m'arrête. Je regarde le passage raide et délicat qui domine le vide de part et d'autre. Mes pensées tournent au ralenti. Je ne veux pas y aller. Je préférerais rester là, je suis en sécurité. Je suis fatiguée et j'ai peur, si peur. Je suis super effrayée. Je dois me faire violence pour accepter ce fait. Je n'ai pas d'autre choix que de continuer à descendre. Je me donne l'ordre de me retourner face à la montagne et de faire le premier pas. Le vent est si fort que je dois m'agripper à chaque rafale. Je vois le ciel entre mes pieds. C'est long, très long de descendre ce ressaut. Je me répète, tu es une alpiniste néo-zélandaise. Ce n'est pas difficile, tu as gravi des montagnes pires que celle-là. Lorsque j'arrive sous le sommet sud, mon soulagement est incroyable. Pour la première fois depuis des heures, je vois s'ouvrir les parois du tunnel oppressant. Je respire mieux car il y a davantage d'oxygène. Je repasse l'Arimay, descends les premières pentes sous le sommet sud. Je m'engage dans le passage raide où pendait la cordelette de parachute. Le soleil se couche, illuminant de rouge sang la face ouest du Makalu, des couleurs plus belles que tout ce que j'ai jamais vu. Quelque part, dans un coin de mon cerveau, une pensée émerge enfin. Oui, je l'ai fait! Je n'en ai pas fini avec l'ascension, mais je sens déjà du soulagement, la joie. Ce sera une fois revenu au camp de base avec mes amis slovaques. Leurs encouragements ont été tellement importants. Ils m'ont beaucoup appris sur l'alpinisme de haute altitude. Je me vois ouvrir une bouteille de champagne russe avec eux. Nous allons célébrer mon ascension et porter un toast à leur succès dans la face sud-ouest. Il fait encore clair quand j'arrive au balcon. Après les craintes de la montée, je retrouve mon chemin sans difficulté. Les Catalans sont devant, toujours en plein effort pour redescendre leurs compagnons mal en point. Je les rattrape à la nuit tombée. Je m'accroupis à côté d'eux et l'un des grimpeurs me demande comment ça s'est passé. Je lui réponds que j'ai atteint le sommet.
Il tend la main pour me caresser doucement la tête. C'est la première reconnaissance et mon premier contact humain. Le camp des Catalans n'est pas loin, mais je suis à bout de force. Il s'éloigne, la nuit est tombée, l'obscurité est épaisse. En arrivant au col sud, je me récite « Fine bande de moraines », traverser au milieu, descendre ensuite sur ma tente. Mais en scrutant la nuit, je crois voir 2 versions du repère que j'ai mémorisé. Je ne sais plus où aller. Ma tente est à environ 200 mètres du camp des Catalans, mais je suis tellement fatiguée et j'ai si peu d'énergie que je ne peux pas prendre le risque de me tromper. Si je pars dans la mauvaise direction, je n'aurai pas la force de revenir sur mes pas. Il est 20h30. Le tunnel dont j'ai émergé au sommet sud semble vouloir se refermer sur moi. Je n'ai plus d'énergie, le temps file. La seule chose qui me vient à l'esprit est d'aller vers le camp des Catalans et de demander conseil aux Sherpas. En arrivant à leur tente, je trouve les Catalans en détresse autour de leurs compagnons malades. L'un d'eux me dit « Tu ne peux pas rester ici », mais les Sherpas sont calmes et l'un d'eux, un grimpeur très expérimenté nommé Angrita, me demande « Sommet ?» Je réponds « Oui ». Il sourit « Strong girl ». Je demande aux Sherpas « Est-ce que ma tente est par ici ?» Puis en montrant une autre direction « Ou par là ?» Je les regarde parler entre eux, puis se tourner vers moi. « C'est par là, disent-ils en montrant un point à mi-chemin entre mes 2 options. Les murs du tunnel se resserrent. Connaître la bonne direction est si important pour moi que je ne peux pas supporter de m'en remettre à d'autres. J'ai l'impression que ma vie est en jeu. Je ne sais pas quoi faire, j'insiste. « Vous êtes certain ?»« Oui. » Je sors à la recherche de ma tente. Le vent est si fort que des épingles de glace me cinglent le visage. Il fait incroyablement sombre. Je me dis, si je me trompe, je serai incapable de revenir. Je suis épuisée, je pense qu'il sera plus facile de ramper jusqu'à ma tente. Mais une fois à genoux, si j'abandonne l'idée, c'est beaucoup trop fastidieux. Pas après pas, je m'éloigne de plus en plus de la lueur du camp des Catalans. Je me parle à moi-même. Avance, tu y es presque. Ne t'assieds pas maintenant. Ne t'arrête pas. Encore juste un peu plus loin. Finalement, sur la crête, je distingue la silhouette de ma tente et en quelques secondes, je me sens mieux. La voir me procure un tel sentiment de force que je suis capable de la rejoindre d'une traite avant de m'écrouler à l'intérieur. Tout est comme je l'avais organisé pour mon retour. Mon sac de couchage bien chaud, le réchaud avec une cartouche neuve et, plus important encore, des blocs de neige que j'ai ramassés hier, prêts à être mis à fondre. Le lendemain matin, je suis si fatiguée que je ne suis pas sûre d'avoir l'énergie de redescendre. Pour atteindre le début des cordes fixes et commencer la descente proprement dite, je dois remonter vers l'éperon des Genevois. Dans mon état, la moindre montée risque d'être infranchissable. Je pense démarrer vers midi. Au matin, un Sherpa de l'expé catalane vient de me proposer de me joindre à eux. Ils entament leur lente descente avec leurs compagnons malades. J'aurais aimé leur compagnie, mais je ne me sens pas prête. J'ai besoin de plusieurs heures pour me réhydrater et me reposer. Refuser leur proposition est difficile. Je vais rester totalement seule. C'est étrange de voir combien la montagne devient plus grande ou soit même plus petit quand on est seul. Dans la tente, je me sens dans un cocon avec le ronronnement du réchaud et le froissement de mon sac de couchage, mais dehors, c'est la vaste étendue vide du col sud et son rempart, la remontée vers le début des cordes fixes. Lorsque le dernier des Catalans est parti, j'éprouve un fort sentiment de solitude. À 8000 mètres d'altitude, je n'ai personne avec qui parler, personne pour m'encourager, personne pour me rassurer. Je ne sais pas si je serai capable de redescendre au camp de base. D'une certaine manière, je me sens abandonnée. En réalité, ce sentiment n'est pas un effet de mon imagination. Je ne le sais pas encore, mais j'ai bel et bien été abandonnée.